J'ai construit cette maison avec mes mains. Chaque pierre posée, chaque latte de bois, chaque tuile sur le toit portait un souvenir. Alors quand j'ai appris qu'on l'avait vendue pendant que je me battais pour respirer dans un lit d'hôpital, je n'ai pas pleuré. J'ai juste souri. Ils avaient oublié qui leur avait tout appris, même à tenir un stylo. Je m'appelle Jean Moreau, 62 ans au compteur et un peu plus dans les eaux. J'ai passé ma vie à travailler le bois et la pierre dans un petit village de la campagne française, à 1 heure de Bordeaux. Menuisier, maçon quand il le fallait, bricoleur le reste du temps. On m'appelait quand une porte coinçait, quand un escalier grinçait, quand un mur prenait l'eau. J'avais la réputation de quelqu'un qui ne rechignait pas à la tâche et qui tenait parole. Pendant longtemps, cela m'a suffi. La maison, je l'avais achetée comme certains achètent un rêve. Une vieille ferme en ruine, des murs de pierre effondrés, un toit troué, des ronces partout. Ma femme, Claire, avait levé les yeux au ciel la première fois que je la lui ai montrée. « Tu es sûr, Jean ?» avait-elle murmuré. « On dirait presque un décor de film d'horreur. » Moi, j'y voyais autre chose. Une cuisine lumineuse, un salon où brûlerait un feu les soirs d'hiver, une grande table en bois où nos enfants feraient leurs devoirs, et surtout, une terrasse en façade orientée plein ouest où nous pourrions nous asseoir tous les soirs pour regarder le soleil se coucher sur les vignes. « On y est, c'est ici », j'avais répondu. Elle avait soupiré, puis elle avait souri. « D'accord, alors on l'a rebâti. » Les 3 années qui ont suivi ont été les plus dures et les plus belles de ma vie. Le matin, j'étais sur les chantiers des autres. Le soir et le week-end, j'étais sur le mien. Je rentrais couvert de poussière, les mains en sang, le dos brisé, mais avec cette fatigue qui ressemble à de la fierté. Claire préparait une grande marmite de soupe, posait le bol devant moi et me regardait avec ses yeux clairs. « Tu vas finir par tomber, Jean. » « Je tomberai peut-être, mais je tomberai chez moi, » je répondais. Le jour où on a posé la dernière tuile, le jour où la maison a vraiment commencé à ressembler à une maison, elle est montée sur la terrasse avec un pot de peinture blanche et un pinceau. Pendant que je fixais les dernières planches du garde-corps, elle traçait une petite ligne de peinture sur la pierre au pied de la première marche. Puis elle a posé sa main dessus. Je l'ai imitée. 2 mains côte à côte, figées pour toujours dans le crépi encore frais. Comme ça, même quand on ne sera plus là, on sera là quand même, avait-elle dit. On a élevé nos 2 enfants dans cette maison. Mathieu, l'aîné, brun, vif, toujours pressé. Une tête bien faite, douée pour les chiffres. Il disait qu'il deviendrait quelqu'un de grand. Élise, la petite, plus douce, plus discrète, aimait les livres et les fleurs. Elle aidait sa mère dans le potager, me regardait travailler des heures durant, sans parler, juste en observant. Les années ont passé. On a vu les saisons défiler sur la terrasse, les orages, les vendanges, les voisins qui passaient boire un café. Le dimanche après-midi, on faisait du café à l'italienne, on sortait le vieux jeu de cartes, et les rires montaient jusque tard dans la nuit. Puis un jour, tout ce qui semble immuable se fissure. Claire a commencé à se fatiguer. Un peu au début, puis beaucoup. Les médecins ont prononcé ce mot que je ne voulais pas entendre, cancer. Les mois qui ont suivi ont été flous. Des rendez-vous à l'hôpital de Bordeaux, l'odeur de désinfectant, les chambres blanches, les perfusions. Je faisais la route en voiture le matin à l'aube, je rentrais le soir, la tête vide. La dernière nuit où elle a dormi à la maison, je l'ai installée sur le canapé du salon, près de la cheminée. Les enfants étaient là. Mathieu déjà installé à Toulouse, Élise encore dans la région. Claire m'a pris la main. « Promets-moi une chose, Jean. Tout ce que tu veux. Ne laisse jamais cette maison partir n'importe où. Garde-la pour les petits, pour les dimanches, pour les fleurs et les rires. Ne la laisse pas devenir juste une ligne sur un acte de vente. » Je lui ai promis. Ce genre de promesse-là, ça vous colle à la peau. Après son enterrement, le notaire, maître Lefebvre, un ami de longue date, m'a parlé de ce que je pouvais faire de la maison. Les impôts, les droits de succession, tout ce qui transforme une vie en chiffres. Si tu veux protéger ce bien, Jean, il m'a dit, tu peux le mettre dans une structure. Une sorte de coque légale. Une société civile immobilière, par exemple, avec le nom de Claire. Cela compliquera les choses pour ceux qui voudraient profiter de toi plus tard. J'ai réfléchi 3 jours, puis je suis allé le voir. On la met à son nom, j'ai dit. Comme ça, elle reste ici. Nous avons créé cette coquille légale avec le nom de ma femme. Les papiers, les signatures, les tampons du greffe, tout ce bazar. Au final, noir sur blanc, la maison appartenait à la SCI Claire Moreau, dont j'étais le gérant. Tant que je vivais, personne ne pouvait vendre quoi que ce soit sans ma signature. Ça m'allait bien, et je n'ai rien dit à personne. Les années suivantes, j'ai continué à vivre là, seul, et pourtant pas vraiment seul. Les souvenirs remplissaient chaque pièce. Élise venait souvent. Elle apportait des tartes, des pots de confiture, me racontait sa vie de prof des écoles dans la petite ville d'à côté.
Mathieu venait moins. Chaque fois qu'il arrivait, ce n'était jamais les mains vides. Il venait avec des tableaux Excel imprimés, des projets, des chiffres. Papa, il faut penser à l'avenir. La maison est grande, tu es tout seul. Tu pourrais vendre et venir t'installer dans un appartement à Toulouse, près de nous. On gérera tout. Je lui répondais toujours la même chose. Mon avenir, il est ici, sur cette terrasse. Tes comptes, garde-les pour toi. Je voyais dans ses yeux qu'il n'aimait pas cela. Il se fermait un peu plus à chaque refus. Et puis un matin de printemps, tout a basculé. Je bricolais dans l'atelier derrière la maison. Il fallait changer des lames de parquet dans la chambre du haut. Je me suis baissé, la tête m'a tourné, et le sol est venu à ma rencontre plus vite que prévu. Noir complet. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais ailleurs. Lumière blanche, bip des machines, odeur d'alcool. Un visage inconnu se penchait au-dessus de moi. « Bonjour, monsieur Moreau. Je suis le docteur Martin. Vous êtes au CHU de Bordeaux. Vous avez fait un infarctus. Mais vous êtes en vie. » Je n'avais plus la notion du temps. Je ne savais pas combien de jours avaient passé. J'ai demandé où étaient mes enfants. La première réponse a été vague. Ils ont été prévenus. Ils passeront. On me parlait calmement, comme un vieux meuble qu'on a peur de casser. Les jours suivants se sont étirés. On m'a posé des questions, on m'a fait des examens, on m'a donné des médicaments au goût d'eau amère. Pas de signe de Mathieu, pas de signe d'Élise. Je me suis raccroché à des pensées simples. La terrasse, le vieux chêne devant la maison, la main de Claire dans la mienne. C'était ma façon de rester debout dans ma tête alors que mon corps peinait à suivre. Un matin, j'ai demandé à l'infirmière de garde mes clés de maison pour un détail idiot. Je ne me souviens plus pourquoi. Elle m'a regardé avec un drôle d'air. « Vos clés, monsieur Moreau, vous ne les avez plus. Votre famille a tout récupéré. Ils ont vidé vos affaires. Et puis, ils ont vendu la maison, non ?» Les mots sont tombés comme un seau d'eau glacée. « Comment ça, vendu ?» Elle a baissé les yeux vers son dossier. « Vos enfants ont parlé avec l'assistante sociale. Ils ont dit que la vente serait mieux pour tout le monde, que vous iriez ensuite en maison de repos. Je pensais que vous étiez au courant. Je suis désolé. » Je l'ai remerciée d'un signe de tête. Pas la peine de lui en vouloir. Elle ne faisait que répéter ce qu'on lui avait dit. Mais en moi, quelque chose s'est figé. On avait vendu la maison. La promesse faite à Claire, piétinée entre deux signatures. Le soir même, je me suis fait apporter un téléphone. J'ai appelé Élise. Sa voix tremblait. « Papa, je voulais venir plus tôt. Mathieu a dit que tu dormais beaucoup, que ce n'était pas la peine. Tu vas comment ?»« On a vendu la maison. » Silence, puis une inspiration coupée. « Je pensais que tu savais. Mathieu a dit que tu avais donné ton accord, que c'était ce que tu voulais. Il a parlé d'appartements adaptés, d'aide, de sécurité. Tu sais, il sait mieux gérer tout ça que moi. » Je n'ai rien répondu pendant quelques secondes. Je l'entendais renifler de l'autre côté. « Tu as signé quelque chose, Élise ?» « Non, c'était les papiers de Mathieu. Il m'a montré des choses, mais je n'ai rien signé, moi. Je le jure. Papa, je suis désolé. Je ne savais pas comment te le dire. » Je l'ai rassurée comme j'ai pu. Ce n'était pas à elle que j'en voulais. Elle avait toujours eu ce besoin de croire que son frère savait ce qu'il faisait. Moi, je savais autre chose. Je savais à quoi ressemblait ma signature. Et je savais à quel point je la protégeais. Après avoir raccroché, j'ai appelé Maître Lefebvre. Il a répondu aussitôt. « Jean, j'ai entendu dire que tu avais eu des soucis de santé. Je comptais passer te voir. » « On a vendu ma maison, » j'ai dit. Il y a eu un silence de quelques secondes. « Qui a vendu ta maison, Jean ?»« Mathieu, apparemment, avec un agent immobilier. On m'a dit que j'avais donné mon accord, que j'avais signé. »« Tu sais comme moi que ce n'est pas possible sans ton écriture, » il a répondu, « et sans l'accord du gérant de la société. Je viens demain. En attendant, ne dis rien. Observe, écoute et repose-toi. » La nuit suivante a été la première depuis longtemps où je n'ai pas eu peur de m'endormir. Ce n'était pas de la sérénité, c'était une autre forme de tension, froide, lucide. Ils avaient cru me voler quelque chose. Ils allaient découvrir qu'on ne dépouille pas un vieux paysan aussi facilement. Le lendemain, Maître Lefebvre est entré dans la chambre en costume sombre, une sacoche à la main. Il a écarté le rideau, s'est assis au bord du lit. « J'ai regardé le registre des hypothèques ce matin », il m'a dit. « Ton fils a signé un compromis de vente avec un couple de la région. L'acte définitif doit être signé chez un confrère à Libourne dans quelques jours. Il a fourni un mandat, il a présenté une signature, la tienne, soi-disant.
Et je n'ai jamais enregistré la moindre décision de la société permettant cette vente. Tu n'as jamais signé de pouvoir. Donc, ce document est irrégulier. Si on attaque, on annule tout. Je l'ai regardé droit dans les yeux. On ne va pas attaquer. Pour l'instant, on va le laisser aller au bout. Je veux qu'il voie le sol se dérober sous ses pieds, pas qu'on lui explique gentiment à l'avance. Tu veux lui mettre le nez dans sa propre boue, a résumé Lefebvre avec un léger sourire. Je peux comprendre. Mais tu sais dans quoi tu t'embarques? Je sais dans quoi il s'est embarqué, lui, j'ai répondu. Il a ouvert sa sacoche, en a sorti une chemise cartonnée. À l'intérieur, il y avait la copie des statuts de la société, l'ancien acte d'affectation de la maison au patrimoine de Claire, les signatures de nous deux, la sienne, les tampons du greffe. Tout ce qu'il fallait pour rappeler au monde à qui appartenait vraiment cette maison. Tu devrais garder cette copie avec toi, Jean, au cas où, a-t-il ajouté. Et j'ai un service à te demander. Il faudrait que quelqu'un de confiance récupère certains papiers chez toi, des documents que tu avais laissés dans ton atelier. Marcel, ton voisin par exemple. Marcel, c'était mon voisin depuis 30 ans. Un grand sec avec un béret enfoncé sur le crâne et des mains toujours sales de terre. Il avait les clés de mon atelier pour arroser les plantes quand je partais en vacances. Il est passé me voir à l'hôpital le lendemain de mon infarctus. Son regard fuyait un peu. « Jean, il faut que je te dise. J'ai vu des camions devant chez toi, des gens qui chargeaient tes meubles. Mathieu était là, il disait que c'était normal. Mais quand j'ai vu ton buffet partir, celui que tu avais fait pour Claire, j'ai su que rien n'était normal du tout. Je lui ai demandé de fouiller mon atelier, de chercher la petite cache que j'avais aménagée sous l'étagère du fond. Une planche qui se soulevait si on appuyait au bon endroit. Là, j'avais rangé une enveloppe au nom de Lefebvre avec des copies de tous les papiers importants. Marcel a fait exactement ce que je lui avais demandé. Le lendemain, il m'a apporté l'enveloppe à l'hôpital. Il avait les yeux rouges. Ils ont même pris la vieille radio de Claire, tu te rends compte, Jean? J'aurais dû leur dire quelque chose. Tu ne pouvais rien dire, Marcel. Ce n'est pas ton rôle de te battre contre mon fils. Ça, c'est le mien. Quand le cardiologue m'a annoncé, quelques jours plus tard, que je pouvais sortir, j'ai demandé à ne pas retourner immédiatement dans ma maison. Je ne voulais pas franchir ce portail sans être prêt. Marcel a proposé de m'héberger le temps qu'il fallait. Sa femme m'a préparé une chambre avec des draps qui sentaient la lessive. J'ai accepté. Avant de quitter l'hôpital, j'ai eu droit à la visite de Mathieu enfin. Il est arrivé en chemise blanche, tout sourire, une montre brillante au poignet. « Papa, tu nous as fait peur. Heureusement, maintenant tout est réglé. Tu vas pouvoir te reposer. » Il parlait vite, comme s'il récitait un texte appris. « Réglé comment ?» j'ai demandé. « La maison, papa. On l'a vendue. Tu ne te souviens pas. Tu avais dit que tu ne pouvais plus t'en occuper. Tout s'est bien passé. Tu verras, on trouvera une résidence tranquille pour toi. Avec des infirmières, des activités, tu n'auras plus à te soucier de l'entretien. » Je l'ai regardé longtemps. Le même regard que quand il était gamin et qu'il revenait les mains derrière le dos après avoir cassé un carreau. « Tu as fait cela pour toi ou pour moi, Mathieu ? » « Pour tout le monde, il a répondu sans hésiter. Tu n'allais pas t'en sortir tout seul là-bas. Et la maison valait bien plus que tu ne crois. Je n'ai rien dit. Je me suis contenté de remarquer la montre à son poignet. C'était la mienne, un cadeau du patron de l'atelier le jour où j'avais pris ma retraite. Je l'avais laissée dans le tiroir de ma table de nuit. Elle brillait maintenant à son bras comme un petit soleil mal placé. Il a cru que mon silence était de la résignation. Il est reparti soulagé. En réalité, ce silence n'était que de la concentration. Quelques jours plus tard, Marcel m'a conduit en voiture jusqu'au bureau de Maître Lefebvre, à Libourne. Ce jour-là, se tenait la signature de l'acte définitif chez un confrère. Je n'étais pas invité. Officiellement, j'étais un vieillard diminué dont la parole n'avait plus beaucoup d'importance. Officieusement, j'étais toujours le seul gérant de la société qui possédait la maison, et j'avais l'intention de me rappeler à leurs bons souvenirs. La salle d'attente de l'étude notariale sentait le café et le papier. Dans la pièce d'à côté, j'entendais des voix. Celle de Mathieu, tendue. Celle de son épouse, Julie, que je n'ai pas encore mentionnée. Une voix un peu nasillarde, décidée, qui aimait avoir le dernier mot. Celle du jeune couple acheteur, plus timide. Et puis celle du notaire, posée, professionnelle. Quand nous sommes entrés, Maître Lefebvre à mes côtés, le silence s'est fait. Mathieu s'est levé d'un bond, blême. « Papa, qu'est-ce que tu fais là ?»« Je viens voir ce que tu vends, » j'ai dit calmement. J'ai été un peu surpris qu'on m'en parle si tard. Le notaire nous a regardés tour à tour, perplexes. Je dois comprendre que M. Moreau père n'était pas informé de la vente. Mathieu a tenté de reprendre la main.
Bien sûr qu'il était informé, il m'a donné procuration, il ne se souvient peut-être pas, avec tout ce qu'il a à traverser, mais... Lefebvre a ouvert sa chemise cartonnée, a posé sur la table les statuts de la société, l'acte d'affectation du bien, puis la dernière mise à jour datée d'il y a quelques mois. Je suis Maître Lefebvre, notaire à Saint-André. Je représente la société civile immobilière Claire Moreau, propriétaire de la maison en question. Je tiens à préciser que M. Jean Moreau est le seul gérant de cette société et qu'aucune assemblée, aucun mandat, aucun pouvoir ne m'a été présenté pour autoriser cette vente. La signature censée être la sienne sur le mandat est, au mieux, contestable, au pire, pénalement répréhensible. Le jeune couple s'est regardé paniqué. « Comment ça, contestable? Nous avons versé un acompte, on nous a dit que tout était en règle. » Je les ai regardés avec douceur. « Vous n'y êtes pour rien. On vous a vendu quelque chose qu'on ne pouvait pas vendre. » Le notaire de Libourne a pris les papiers, les a parcourus, l'air de plus en plus fermé. Dans ces conditions, a-t-il fini par dire, je ne peux pas passer l'acte aujourd'hui. Juridiquement, il y a un doute sérieux sur les pouvoirs du vendeur. Le risque est beaucoup trop important pour vous comme pour l'étude. Je suis au regret de suspendre immédiatement cette opération. Mathieu s'est effondré sur sa chaise. Ce n'est pas possible. On avait tout préparé. On en a besoin de cet argent. Papa a dit lui. Tu avais compris. Tu m'avais dit que... Je l'ai laissé parler. Puis je me suis avancé, les mains posées sur la table. Je n'ai jamais signé quoi que ce soit pour te laisser vendre la maison. La seule fois où j'ai mis mon nom sous un acte, c'était pour la mettre au nom de ta mère. Tu te souviens d'elle, Claire, celle qui t'a tenu la main quand tu as fait ta première rentrée, celle qui t'a appris que prendre ce qui ne t'appartient pas, ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Julie a pris la parole, la voix tremblante. On ne voulait pas te faire de mal, Jean. On voulait juste profiter de l'occasion, te mettre à l'abri. Tu te rends compte, cette maison coûte cher en entretien. Tu ne pouvais pas continuer comme ça. Je les ai regardés tous les deux. Il y avait dans leurs yeux moins de remords que de peur. Pas peur de ce qu'ils avaient fait, peur de ce qu'ils allaient perdre. Je me suis tourné vers le jeune couple. Vous récupérerez votre acompte. Je ferai ce qu'il faut avec Maître Lefebvre pour que vous ne soyez pas lésés. Je suis désolé qu'on vous ait entraîné là-dedans. Ils ont hoché la tête, soulagés de voir au moins un adulte dans la pièce. En sortant de l'étude, Mathieu m'a rattrapé sur le trottoir. « Papa, on peut en parler, on peut trouver un arrangement. Tu pourrais nous laisser une partie, tu n'utilises pas tout cet espace. On pourrait faire des travaux, revendre plus cher. Tu vois bien que tu es fatigué. » Je l'ai regardé, et pour la première fois, je n'ai plus vu mon fils. J'ai vu un homme que je ne reconnaissais pas. Un homme qui parlait de la maison comme d'un placement, de moi comme d'un obstacle. « Je ne vais pas pour tes plaintes, » j'ai dit, pas par faiblesse, par respect pour ta mère. Elle ne supporterait pas de te voir dans les journaux à cause de ça. Tu vas rembourser ce couple jusqu'au dernier centime. Tu vas aussi rendre ce qui m'appartient, les meubles, la montre, tout ce que tu as pris. Et quand tu auras fini, tu ne remettras plus les pieds sur ce terrain. Ses épaules se sont affaissées. Tu me vires de chez moi, c'est ça? Chez toi. J'ai répété les mots lentement. Tu n'as jamais planté un clou dans cette maison. Tu n'as jamais passé une nuit à colmater une fuite. Tu n'as jamais porté un sac de ciment pour ces murs. Ce n'est pas chez toi, c'est chez moi et chez ta mère. Il a baissé la tête. Pendant une seconde, j'ai cru voir le petit garçon qu'il avait été, celui qui venait me montrer ses dessins, fier. Puis c'est reparti. Le masque, la dureté, la frustration. Il est monté dans sa voiture avec Julie. Ils sont partis sans se retourner. Je les ai regardés s'éloigner et je n'ai ressenti ni triomphe ni satisfaction. Juste un grand vide. Gagner contre son propre enfant, ce n'est pas une victoire. C'est un deuil différent. Les jours qui ont suivi, j'ai réintégré ma maison. Elle avait un peu changé. L'odeur n'était plus exactement la même, les meubles n'étaient pas tous à leur place, certains avaient disparu. Mais les murs étaient là, la terrasse était là. Les empreintes de nos mains au pied de la marche étaient toujours visibles, un peu usées mais tenaces. Le premier matin où je me suis assis à nouveau sur cette terrasse, avec un bol de café serré dans les mains, le soleil se levait à peine. L'air était frais, chargé de brume. J'ai respiré profondément. Je me suis senti vieux mais debout. Élise est venue en fin de matinée. Elle a garé sa petite voiture devant le portail, a monté les marches en courant presque. Elle avait les yeux rouges. « Papa,
Je ne savais pas, je te jure. Mathieu ne m'a jamais parlé de la société, de la maison au nom de maman. Il m'a juste dit que c'était mieux pour tout le monde. Je lui ai ouvert les bras. Je l'ai laissé pleurer contre mon épaule, comme quand elle était petite et qu'elle tombait de vélo. Je sais, ma fille, je sais qui tu es, et je sais qui il est devenu. On s'est assis tous les deux sur la terrasse. Elle a regardé autour d'elle, les pots de fleurs, la table, la vieille chaise où Claire s'asseyait. Je ne comprends pas, papa. Comment quelqu'un qui a grandi ici, avec tout ça, peut traiter cette maison comme un compte en banque? Je n'ai pas essayé d'expliquer. Parfois, il n'y a rien à expliquer. On a parlé d'autre chose. De ses élèves, de son mari qui essayait de faire pousser des tomates et ratait chaque année. Des projets pour l'été. Elle m'a proposé de venir plus souvent, de m'aider pour ce que je ne pouvais plus faire seul. J'ai accepté. La maison avait besoin d'entendre des voix qui ne parlaient pas d'argent. Les semaines ont passé. La maison a repris ses habitudes. Le facteur a recommencé à glisser les journaux dans la boîte aux lettres. Les voisins se sont remis à passer le soir pour un verre de vin. On a entendu des rires d'enfants sur le chemin, ceux des petits d'Élise quand elle venait le dimanche. Un jour, une lettre est arrivée. L'enveloppe portait une écriture que je connaissais, celle de Mathieu. J'ai hésité avant de l'ouvrir. « Papa, je n'ai pas d'excuses. J'ai fait ce que j'ai fait en pensant à moi. Je me suis raconté que c'était pour toi, mais ce n'est pas vrai. J'ai un problème avec l'argent. Je crois que je l'ai toujours eu. Je ne sais pas si tu pourras me pardonner un jour. Je ne te demande pas de me répondre. Je veux juste que tu saches que je rembourse les acheteurs comme tu l'as demandé. Et que si je remets un jour les pieds sur cette terrasse, ce ne sera pas pour signer quelque chose. Ce sera pour te regarder dans les yeux sans baiser la tête. » Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Je ne savais pas quoi écrire. Alors j'ai glissé la lettre dans la même boîte où j'avais autrefois rangé les papiers de la société. Entre les lignes de ce courrier, il y avait une chose importante. Il avait enfin compris que le problème, ce n'était pas la maison. C'était lui. Les saisons ont filé. Le printemps a ramené les fleurs le long du muret. L'été a déposé la chaleur sur les pierres. L'automne a semé des feuilles sur la terrasse. L'hiver a frappé aux vitres. Moi, je suis resté. Parfois avec des douleurs dans la poitrine, parfois avec des souvenirs trop lourds, mais toujours avec cette sensation étrange de faire corps avec ce lieu. Souvent, les soirs un peu doux, je m'assois sur la terrasse quand tout le monde dort. Je regarde la route qui descend vers le village, les quelques lampadaires qui éclairent faibles dans les virages. Je pense à Claire, à ses mains blanches tachées de terre, à son rire qui claquait contre les murs de pierre. Je pense à Élise, à sa loyauté. Je pense à Mathieu, à la bataille qu'il mène sûrement contre lui-même, quelque part dans un appartement de ville. Je lui souhaite de gagner cette bataille-là. Je lui souhaite de revenir un jour, pas en héritier, pas en investisseur, juste en fils. On m'a volé ma maison sur le Pâtier, mais on ne peut pas voler à un homme ce qu'il a construit avec ses mains et son cœur. La loi, les actes, les registres, tout cela n'est qu'une couche de plus sur la réalité. La réalité, c'est cette terrasse où je m'assois. C'est cette trace de nos mains au pied de la marche. C'est cette promesse chuchotée à l'oreille d'une femme qui s'en va. Je te garderai, toi et ce que nous avons construit. Aujourd'hui, quand quelqu'un me demande comment je vais, je réponds presque toujours la même chose. La maison tient encore, et moi aussi. Ils ont essayé de me rayer en même temps qu'ils raillaient mon nom d'un papier. Ils ont cru que j'étais trop vieux pour comprendre, trop fatigué pour me battre. Mais un homme qui a passé sa vie à monter des murs sait aussi comment les démonter, surtout ceux qui sont faits de mensonges. Alors oui, ils ont vendu ma maison pendant que j'étais à l'hôpital. Enfin, ils ont cru le faire. Mais ils avaient oublié un détail. J'avais pris les devants bien avant eux. Pas pour gagner contre eux, pour tenir une promesse. Pour que, longtemps après moi, quelqu'un puisse encore venir s'asseoir ici, sur cette terrasse, poser sa main sur la pierre et sentir qu'il n'est pas seulement dans une maison. Il est chez nous.